Bonjour à tous, merci pour votre présence massive. Je crois que vous êtes 56 inscrits, donc ça prouve l'engouement pour ce sujet. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, donc Anthony Borel, j'appartiens à la société Eloi Water. J'occupe la fonction de directeur technique pour la France et je réalise des missions en lien avec les politiques territoriales, la participation aux groupes de travaux nationaux tels que la normalisation via l'AFNOR, mais aussi dans le cadre de la défense de la profession par le biais de l'IFA auprès des groupes de travaux du PANANC. Parmi mes missions, j'ai également la coordination du suivi in situ. Et donc, c'est donc l'objet de ma présence où, après l'édition 2014, où nous avions présenté la démarche dans sa globalité, aujourd'hui, on souhaite vous présenter les résultats observés après 12 mois de fonctionnement. J'en profite pour remercier l'ensemble des personnes qui œuvrent au quotidien pour cette mission, les responsables techniques régionaux, mais aussi mes collègues du service communication qui ont rédigé ce magnifique support. Alors, en termes de déroulement, donc l'intervention va se dérouler en 4 parties. Pour ma part, je vous présenterai la démarche du suivi in situ et je m'en excuse auprès des 6 ou 7 personnes qui était présente à l'édition 2014, mais il nous semblait important de vous rappeler le contexte, les objectifs, quels sont les acteurs qui gravitent dans cette démarche, ainsi que les modalités de mise en place, qu'elles soient administratives ou pratiques. Puis dans un second temps, donc le cœur de la présentation au niveau des résultats, quels sont les départements qui ont permis donc de compiler ces données, et vous verrez 3 critères qui sont analysés, à savoir les hauteurs de boue, l'analyse de l'effluent rejeté, mais aussi une approche sur le coût d'exploitation. Puis je terminerai donc ma présentation par les perspectives sur cette mission du suivi in situ, avant de laisser la parole donc à Monsieur Vrazen, donc responsable d'un SPANC et qui a accueilli la démarche de suivi in situ dans le département de la Somme. Donc, le contexte, rapidement, hein, je ne vous referai pas, pour ceux qui étaient présents l'an passé, la définition d'in situ en latin. Il faut se replonger à 2009. On sort de la période des arrêtés de 96, ceux-ci sont abrogés par 2009. Et là, révolution dans le monde de l'ANC au niveau des techniques, apparition de nouvelles filières, des filières donc agréées, qui permettent donc la mise en œuvre. Malgré cette certification, cet agrément, on observe sur le terrain des questions, des doutes sur les performances de ces filières qui ont été testées sur plateforme par les organismes notifiés. Donc, on réfléchit à ce moment-là à un protocole pour suivre sur site, une fois installé, et on a quelques suivis qui sont plus à la demande de conseils alors j'allais dire généraux, c'était le terme avant, départementaux, notamment dans le cadre de leur mission d'animation auprès des SPANC. Et rapidement, on se rend compte que cette mission a son intérêt et le choix se porte donc à partir du 1er janvier 2013 de l'appliquer sur l'ensemble des départements du territoire pour non plus avoir un retour sur quelques installations posées, mais bien une compilation des données. Alors, les objectifs, ils sont multiples. Bien entendu, c'est d'avoir un retour sur le fonctionnement donc d'une installation je dirais, réelle chez un usager, ainsi qu'une approche sur le coût d'exploitation. Pour ceci, on s'est donc cantonné à un choix d'installation à usage familial. On a exclu chambre d'hôte, restaurant, et on a voulu cibler sur une habitation type, à savoir des foyers de 5 ou de 6 pièces principales. Un des autres objectifs, c'est de profiter donc de la présence de prescripteurs, de contrôleurs, pour prodiguer des conseils au moment soit de la réalisation, soit lors d'un contrôle de bon fonctionnement. Et puis, un autre objectif, c'est d'apporter des garanties sur la pérennité des ouvrages, notamment de rassurer. Aujourd'hui, on constate encore une frilosité de certaines agences de l'eau à financer, donc à mettre de l'argent public sur des ouvrages qui n'ont pas forcément un retour suffisant à leurs yeux. Donc, le suivi in situ
est, à mon sens, une solution, en tout cas, une approche pour apporter justement ces garanties. Alors, dans cette démarche qui est mise en place à l'échelle départementale, on compte trois acteurs. Euh, Logiquement, donc, vous avez trois acteurs qui sont l'usager, bien entendu, qui peut être pas forcément le propriétaire, mais qui peut être un locataire. Vous avez le SPANC, donc le SPANC local, qui lui va avoir le suivi de cette installation-là, et le fabricant. Et le quatrième acteur qui apparaissait à l'écran, un acteur, je dirais, parfois, enfin, qui est facultatif, qui est le conseil départemental, qui peut nous aider, notamment dans le rôle de relayer l'information. C'est vrai que c'est souvent, je dirais, intéressant, puisque le conseil départemental est amené à animer un réseau de SPANC, et c'est une aide précieuse pour la recherche, en tout cas, d'une collectivité souhaitant adhérer à cette démarche. Alors, les modalités de mise en œuvre, il y a des modalités administratives, il y a des modalités pratiques. Ce suivi in situ, c'est peut-être par là qu'il se différencie des autres, à savoir le cadrage. Donc, c'est un suivi in situ qui est cadré juridiquement, scientifiquement et également administrativement. Cadrage juridique, il est assuré par une convention tripartite, usager, SPANC et donc fabricant. Cette convention, elle va définir toutes les règles, tout ce que l'on peut faire, ne pas faire, quelles sont également la responsabilité de chacun des acteurs. C'est cette convention, par exemple, qui va permettre d'attester la fiabilité des résultats, notamment le fait, je vous donne un exemple, que lorsque l'on réalise un prélèvement, ce prélèvement ne peut être fait qu'en présence de l'ensemble des participants. Et une fois l'échantillon recueilli, cet échantillon n'est pas forcément véhiculé donc, par l'industriel. Il est emmené, il est acheminé dans un laboratoire accrédité, défini, par le SPANC ou une personne dont dont il se ferait représenter. Le protocole scientifique, lui, va définir la façon effectivement donc, de prélever bien entendu les eaux, la façon dont on va les conserver, les acheminer. C'est également dans ce document que l'on aura le type d'installation choisie, puisque l'on va retenir certains critères, un nombre d'occupants minimum par rapport à la capacité d'accueil, une consommation d'eau définie. Voilà, c'est dans ce document que l'on va avoir un petit peu, donc on va avoir l'ensemble des règles à respecter pour réaliser de bonnes investigations de terrain. Et puis un dernier document, la fiche administrative, c'est un peu la carte d'identité, c'est comme ça en tout cas que moi je la définis, de l'installation. Cette carte d'identité va définir le mode de vie des occupants, pardon, le nombre d'enfants, le nombre qui sont demi-pensionnaires, internes, externes, également les consommations d'eau. Et cette fiche se veut évolutive puisque d'année en année, on peut avoir des modifications. L'exemple que je vous citais avant, des enfants qui étaient externes, passent demi-pensionnaires ou internes, donc ça modifie automatiquement les conditions d'utilisation des eaux. En termes de déroulement pratique, cette demi-journée se passe sur 2 à 3 heures. On a tout d'abord un temps théorique où l'on va présenter les résultats de l'année précédente, ou si on est dans une première édition, rappeler les objectifs et les investigations de terrain. On en profite aussi pour rappeler quelques règles de civisme, notamment sur le fait qu'on se déplace en général entre 15 et 20 personnes sur une propriété privée, donc ça nécessite un minimum de discipline. Côté pratique, où donc on se rend sur l'installation pour réaliser un ensemble d'investigations de terrain. Donc en termes d'investigation de terrain, on fait des choses quand même très simples. On va réaliser des mesures sur le décanteur primaire, qui va être donc une mesure de la hauteur de boue avec des appareils conventionnés. On va également vérifier la circulation. Au niveau du réacteur biologique, on va contrôler l'ensemencement de la biomasse, notamment évaluer avec la couleur du biofilm l'âge des bactéries. Bien entendu, vérifier visuellement l'aération. Est-ce qu'elle est bien homogène? Est-ce qu'on est plutôt sur une aération fine bulle? On va faire une mesure pour conforter cette observation visuelle, donc mesurer le taux d'oxygène dissous. Au niveau du clarificateur, on va réaliser donc le prélèvement dans la chambre de prélèvement, donc prélever les eaux traitées. Alors là, débat,
Fallait-il faire un prélèvement ponctuel, 24 heures? Bon, pour des raisons de commodité, de facilité, on a opté pour le prélèvement ponctuel. Comme je le dis souvent, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, ça a le mérite d'avoir une mesure à l'instant T de la visite et ça nous permet aussi d'obtenir quand même des renseignements, notamment sur la nitrification du système. Et puis, dernier type d'investigation de terrain qui se fait en dehors de la microstation, au niveau du surpresseur, donc un contrôle visuel du filtre à air, mais également la mise en place d'un consomètre la première année, c'est-à-dire l'année de démarrage, qui nous permettra donc de relever les kilowattheures et d'avoir une estimation de la consommation réelle et pouvoir ainsi vérifier si elle diffère par rapport à la fiche constructeur. Les participants, je vous le disais, majoritairement des opérateurs techniques, des personnes de terrain, euh, des techniciens SPANC, parfois quelques bureaux d'études, le ou la personne du conseil départemental en charge de l'animation, et puis parfois aussi le chargé de mission de l'agence de l'eau, voire des élus. Donc, deuxième partie, les résultats, donc, après 12 mois de fonctionnement. En guise d'introduction, on vient de voir les investigations de terrain. Petite parenthèse, pour les personnes parmi vous qui envisageaient de participer aux assises, donc les 15-16 octobre ou 14-15 14 et 15 octobre, j'avais le doute, merci. On vous propose, donc pour les personnes qui arriveraient la veille des assises, le 13 octobre, de participer, donc l'après-midi, à partir de 14h30 jusqu'à 16h30, 17h, aux alentours de Troyes, à une visite type suivi in situ pour le département de l'Aube, puisqu'en collaboration avec le SDEA, on a décidé de réaliser ce suivi in situ la veille des assises et de l'étendre non pas qu'à des personnes du département, mais à toute personne souhaitant y assister, pour vous montrer comment se passent les investigations de terrain. Donc, s'il y a des personnes parmi vous qui arrivent la veille, qui sont intéressées de venir voir concrètement comment sont collectées ces données, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de moi-même ou de Christophe Jurado, et on vous communiquera les modalités pratiques, à savoir le lieu de rendez-vous. Voilà, ça c'était pour la parenthèse. Donc partie 2, donc le fonctionnement, on va tout d'abord voir quels sont les départements aujourd'hui qui nous ont permis de collecter ces données. Et puis les trois critères que je vous citais en introduction, la hauteur d'accumulation des boues, l'analyse physico-chimique de l'effluent traité, et puis la consommation électrique du surpresseur. Donc aujourd'hui, je dis aujourd'hui, sachant que les chiffres ont été arrêtés au 15 septembre, mais à ma connaissance, on est bien sur ces chiffres-là. On compte 24 départements pilotes, des installations qui varient de quelques mois, donc, donc on est sur des années de démarrage, à 52 mois pour la plus ancienne. Et depuis la mise en place de cette mission, je vous disais au 1er janvier 2013, on a 466 personnes qui ont participé et qui peuvent donc attester de la fiabilité et de la méthode. Alors, les 24 départements, quels sont-ils? L'an passé, nous avions 12 départements. Je m'étais lancé dans un exercice de géographie en les citant tous. Aujourd'hui, avec 24 départements, je ne veux même pas prendre ce risque-là. Ça serait suicidaire de ma part. Voilà, vous avez quand même une bonne image. Comment il faut lire cette carte-là? Les départements donc en orange sont ceux où, à minima, ils ont reçu une ou plusieurs visites. Donc, on a un suivi in situ qui est en place. Pour les départements en vert clair, donc ce sont des départements où la première visite est imminente. Hein, je vous citais l'Aube, vous voyez qu'elle est bien en vert. Donc je sais que sur octobre-novembre, on a un bon nombre de nouveaux départements qui vont venir gonfler le parc de départements pilotes. Et puis en bleu ciel, ce sont les départements sur lesquels on a identifié les acteurs, c'est-à-dire le SPANC ou l'usager. Souvent, on a soit un délai de réalisation, on a parfois des travaux qui sont programmés pour le printemps ou pour cette fin d'année. Donc voilà, on sait que, en tout cas, le SPANC local et le particulier ont été identifiés, mais le suivi n'a pas encore débuté. Donc ça augmente petit à petit, 12 départements sur 2014, 24. Alors c'est pas du tout volontaire, mais on sent bien qu'aujourd'hui il y a un besoin cruel de retour terrain, quoi. Et je crois
au vu du nombre de possibilités techniques, de produits présents, je veux dire sur le marché, mais aussi sur les salons, hein, donc on a besoin de savoir avant tout comment fonctionne un système d'assainissement sur terrain. L'analyse des données, donc je vous le disais, 3 critères analysés, les boues, la qualité de rejet et puis le coût d'exploitation. On réalise donc un onglet par département et par critère analysé. On a également un onglet national. Bien entendu, on fait le distinguo dans l'accumulation des boues et dans ce qui est coût d'exploitation entre des modèles pour 5 pièces principales et pour 6 pièces principales. Tout simplement parce que on a, par exemple, pour la consommation électrique, on n'a pas les mêmes suppresseurs. Par contre, pour l'onglet analyse du rejet, on considère que ce soit une 4, une 5, une 6 ou un autre modèle, on doit automatiquement avoir de bons rendements épuratoires et être conforme au seuil réglementaire. Alors avant que je vous présente les résultats, hein, pour vous laisser un petit peu de temps, il faut savoir déjà que donc, sur l'Oxyfix, donc 5 équivalents habitants, donc pour 5 pièces principales, ou pour l'Oxyfix 6 pièces principales, on a donc des décanteurs primaires d'un volume de 3 mètres cubes, de 3000 litres. Donc ça, c'est important pour aussi avoir le seuil, je dirais, de déclenchement de vidange, pardon, parce que les 30% réglementaires, là encore, donc par rapport aux caractéristiques de notre décanteur, vous verrez que ces 30% sont atteints à un taux de remplissage de 60 cm de boue. Donc aujourd'hui, on retourne systématiquement sur nos installations, ce qu'on appelle la visite de démarrage, hein, à entre 1 et 2 mois après la mise en service, qui nous permet d'installer le consommateur et déjà de faire des premières investigations de terrain. Donc il en ressort que au bout de 1 mois, on a de suite des boues dans le décanteur. D'ailleurs, de manière souvent assez importante, puisqu'on est souvent surpris qu'au bout de 1 à 2 mois, on obtienne une hauteur de boue qui, en tout cas dans nos statistiques, est de 6 cm. Alors 6 cm, ça correspond donc à plus ou moins un taux de remplissage de 3%. Et puis, lorsque l'on revient 12 mois après la mise en service, donc la compilation aujourd'hui des données donc pour la 5 équivalent habitants nous laisse apparaître une hauteur de boue de quasiment 20 cm, 19 cm exactement. Et donc 19 cm, ça correspond à 10% de remplissage. Voilà aujourd'hui donc le chiffre que l'on peut ressortir donc, pour la 5 équivalent habitants. Donc un taux de remplissage donc, de 10% à N plus 12 mois. Si on passe donc à la 6 équivalent habitants, on observe les mêmes choses, hein, une hauteur de boue de quelques centimètres dès les premiers mois. Par contre, là, nos statistiques nous montrent qu'à l'issue des 12 mois, on obtient 31 cm de boue, ce qui représente un taux de remplissage de 16%. Alors, ça peut paraître effectivement important, mais je dirais qu'il faut prendre avec parcimonie ces résultats pour plusieurs raisons. La première, on a dans notre parc une plus grosse dominance de 5 équivalents habitants que de 6. Donc, il faut toujours être prudent lorsqu'on fait des statistiques sur un échantillonnage réduit. La seconde, c'est que dans le parc de 6 pièces principales que nous suivons, on a notamment 2 installations, 2 départements où le nombre d'occupants pour une 6 équivalents habitants est bien de 6 personnes, avec des consommations d'eau importantes. J'ai souvenir d'un département où la moyenne est de 130 litres par jour par habitant, avec 6 personnes en permanence. Donc là, on est vraiment en situation, je dirais, extrême, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, dans une compilation de données, automatiquement, ça peut s'en ressentir. Et puis après, je vous le disais, la logique voudrait que pour un foyer de 6 pièces principales, on ait un nombre d'occupants supérieur à 5 pièces principales, sachant qu'on a donc des décanteurs primaires de volume identique. Donc ça peut expliquer pourquoi on a une accumulation à 12 mois plus importante sur la 6 équivalent habitants que sur la 5. Voilà pour les hauteurs de boue. Passons maintenant aux analyses physico-chimiques. Donc au niveau de la DBO5, donc les mesures qui sont faites
de suite après ensemencement, c'est-à-dire entre 1 et 2 mois, on obtient une teneur en DBO5 donc de 13 mg par litre. Et cette valeur est assez constante puisque 12 mois après, à N plus une année, pardon, on est sur une valeur de 11 mg. Donc 13 mg à 2 mois, 11 mg à 12 mois. On est déjà bien en dessous de notre seuil réglementaire des 35 mg, ça c'est un premier point, mais quelque chose qui semblerait être constant. Passons maintenant à la DCO, donc demande chimique en oxygène. Donc, on observe des valeurs assez importantes, il faut le dire. Dès la phase d'ensemencement, donc la compilation nous communique un chiffre de 99 mg par litre, alors qu'à 12 mois, on obtient un chiffre quasiment identique de 104 mg par litre. Donc là encore, comme la DBO, on voit des chiffres plus ou moins stationnaires entre l'ensemencement et une année de fonctionnement, mais des chiffres avec des valeurs assez importantes qui, à mon sens, s'expliquent par le fait qu'on a aujourd'hui de plus en plus d'eau brute avec des produits qui sont difficilement biodégradables. En tout cas, la DCO le montre qu'un effluent, en tout cas, je dirais d'eau usée domestique, on a vite fait d'être sur des DCO supérieurs à 80-100 mg. Autre critère important, donc des matières en suspension. Les valeurs relevées sont de 23 mg après une période d'ensemencement, donc de 1 à 2 mois, pour ensuite obtenir une valeur de 24 mg à 12 mois. Donc là encore, comme la DBO, comme la DCO, on n'a pas des gros écarts entre la phase de démarrage et après 12 mois de fonctionnement. Donc je vous rappelais que le seuil réglementaire était de 30 mg par litre pour les MES. J'ai souhaité aussi vous faire apparaître les teneurs en phosphore. Sans grande surprise, on sait que l'assainissement non collectif n'est pas réputé pour piéger de manière considérable le phosphore. Bien entendu, je crois que ça sera intéressant de voir dans le temps, à 3 ans, à 4 ans, comment se comporte la biomasse à culture fixée, l'oxyfixe. Mais les valeurs qui sont observées dans les flux traités, donc à la phase de démarrage, on observe une valeur de 11,7, quasiment 12 mg de phosphore, donc à quoi de 3 mois. Quant à la valeur mesurée à 12 mois, un an après service, la mise en service, on est sur une valeur légèrement inférieure à 13 mg, 12,7 mg. Donc pas beaucoup d'écart, mais en tout cas, aujourd'hui, du phosphore, ça c'est indéniable. Mais bon, à prendre avec vraiment avec pincettes, parce que j'ai en tout cas moi souvenir des massifs sableux, des filtres à sable, où les premiers mois, voire première année, on avait des abattements assez impressionnants, hein, puisque les ions phosphates se fixaient, et puis après, malheureusement, des relargages très conséquents de ces poules phosphatées. Donc je crois qu'il faut être prudent, et il faudra voir comment se comporte l'oxyfixe sur le phosphore. Une petite information aussi au niveau du pH. Donc, au niveau pH, on observe des pH assez similaires. Donc, 7,2 après 1 mois, 7,5 après 12 mois. Donc, je passe assez vite sur le pH. Les nitrates. Donc, les nitrates, souvent, on entend que les microstations effectivement, nitrifient beaucoup, relarguent des nitrates. Donc, les valeurs qui ont été observées sont donc de 115,8 mg après la phase d'ensemencement, pour descendre à 89 mg à 12 mois. Alors, l'explication, à la phase de démarrage, vous avez une oxygénation conséquente par rapport à la quantité de biomasse, de biofilm qui se développe. Donc effectivement, on a tendance à beaucoup, je dirais trop peut-être, à nitrifier en conséquence. Mais on se rend compte que rapidement, enfin en tout cas au bout d'un an, on descend sur ces valeurs-là, et vous verrez l'année prochaine, puisque l'an prochain, vous l'avez compris, on vous présentera les résultats à 24 mois, puis
sur 2017, 36 mois, vous verrez que cette valeur a tendance à s'estomper. En tout cas, ce sont les résultats que l'on observe aujourd'hui. Et pour ceux qui font également du suivi in situ sur les filtrasages, je pense notamment aux filtrasages verticaux drainés, on sait qu'aujourd'hui, le taux de nitrate est un bon indicateur pour savoir si le filtre est colmaté ou pas. Ben, vous verrez qu'on n'est pas si loin de la réalité, en tout cas qu'une microstation ne va pas avoir des rejets en nitrate 3 fois, 4 fois, 5 fois supérieurs à un massif sableux qui fonctionne. Une information également sur le taux d'oxygène dissous, assez lié d'ailleurs avec la précédente slide hein, sur les nitrates. Donc, un taux d'oxygène de 9,5 mg mesuré sur la phase de démarrage. Et puis, ce taux qui va descendre au fur et à mesure que le biofilm va se développer sur le support, hein, ou 12 mois après, on est plutôt sur des moyennes de 8,3 mg. Là encore, l'expérience nous montre que une oxyfixe, je dirais, à vitesse de croisière, on va être plutôt sur du 5-6 mg par litre. Voilà pour l'analyse, on va dire, physico-chimique sur les fluents traités. Alors, on pourrait encore présenter des tas de choses, hein, mais on voulait vous faire partager ces principaux critères. Passons maintenant au coût d'exploitation. Donc sur le coût d'exploitation, je vous parlerai essentiellement du coût énergétique. Là encore, je ferai le distinguo entre la 5 équivalent habitant et la 6. Pourquoi uniquement le coût énergétique? Puisque vous vous en doutez, je dirais plutôt heureusement, au bout de 12 mois, on n'a pas de remplacement de pièces telles que des diffuseurs d'air, tels que des surpresseurs, des membranes du surpresseur ou d'autres choses. Donc, on va se concentrer donc sur 12 mois sur la consommation électrique du surpresseur. Et donc, on obtient pour notre parc d'installation pilote 5 équivalents habitants, c'est-à-dire utilisant un surpresseur ELS 60 de marque Seco, surpresseur donc, qui débite 60 litres par minute. On obtient une consommation moyenne annuelle de 374 kWh. Et pour que ça soit plus parlant, je suis parti sur une base de 12 centimes d'euros par kilowattheure, c'est plus ou moins ça, hein, entre 10 et 12 centimes d'euros selon les régions, ce qui nous donne un coût électrique de 45 euros par an pour la 5 équivalents habitants. Voilà. Donc là, je parle vraiment partie surpresseur. Pour la partie 6 équivalents habitants, on a donc un coût énergétique plus conséquent. On a observé donc une moyenne de 906 kWh par an. Donc 906 kWh par an. Si on la ramène à 12 centimes d'euros, on obtient un coût de 109 euros. Donc ça, c'est une valeur conséquente qui était supérieure par rapport à ce qui était annoncé sur la fiche constructeur. Et voilà aussi un bon exemple à quoi sert le suivi in situ. Il ne sert pas aussi que pour les collectivités, il sert aussi à l'industriel lui-même. La preuve en est, c'est qu'avec ces valeurs, cela nous a permis donc de se rapprocher du fournisseur, de lui faire part des valeurs observées et de demander donc une modification du surpresseur. Et pour ceux qui suivent l'actualité chez Loa Water, vous avez pu voir donc des nouveaux agréments sur ce début d'année, sur la gamme Oxyfix. Et dans ces nouveaux agréments, notamment pour les produits existants, 5, 6 EH ou 4 équivalents habitants, on a changé les surpresseurs pour obtenir donc les mêmes performances, mais un gain d'énergie. Et de mémoire, on a nettement fait chuter puisqu'on a gagné plus de 60 euros, 60-70 euros par an pour le surpresseur ELS 100. Voilà donc ce que je pouvais vous dire en tout cas pour le coût énergétique donc, du surpresseur. Alors là encore, ce sont des moyennes. Contrairement aux analyses physico-chimiques, là on a des écarts. On a aujourd'hui de mémoire sur la 5 équivalents habitants, on avait parfois des consommations de 250-260 kWh par an. Et pour un même modèle, on montait jusqu'à 415-420. Alors, ces différences, elles s'expliquent par plusieurs choses. Tout d'abord, la distance entre le surpresseur et la microstation. Le linéaire de tuyaux, plus vous allez avoir de coudes, plus vous allez avoir des frottements, et les frottements vont donc
faire chauffer votre surpresseur qui va consommer beaucoup plus pour avoir un même débit d'air. Vous allez aussi avoir le paramètre perte de charge, hein, si votre surpresseur va être placé plutôt en hauteur et si vous avez une microstation qui est installée dans un bas de jardin. Voilà, c'est une combinaison en fait de tous ces facteurs qui fait qu'on ne peut pas avoir pour un même modèle une consommation identique. Alors, le remplacement des pièces d'usure, je vous le disais, aujourd'hui, on ne peut pas, on n'a pas suffisamment de chiffres, de statistiques, et c'est tant mieux, puisque ça serait quand même inquiétant si à 12 mois, on devait remplacer un surpresseur, changer des diffuseurs d'air, changer des membranes. Aujourd'hui, ce qui va être pris en compte dans notre protocole, c'est tout ce qui va être durée de vie des composants à l'intérieur de l'oxyfixe, à l'intérieur de la microstation. Et là, ils sont assez simples, hein. Ça sera tout ce qui va être en fait les diffuseurs d'air. Tout ce qui va être ensuite, je dirais, à l'extérieur de l'oxyfixe, ça va se situer au niveau du surpresseur. Ça sera donc tout ce qui va être membrane, membrane du surpresseur, filtre à air, voire, ce qui peut arriver, remplacement complet du surpresseur. Donc voilà les éléments qui seront analysés. Également les coûts, puisque ça sera important de savoir chaque fois qu'il y a une opération de remplacement, combien ça a coûté à l'usager. Et on aura une estimation, en tout cas un coût moyen annuel en plus de l'électricité. J'en ai terminé pour la partie résultats. Je vais vous parler donc des perspectives. Et aujourd'hui, même si ça paraît bête, mais Eloi Water souhaite maintenir cette mission et augmenter le nombre de départements couverts pour accroître encore plus les données et pour pouvoir avoir quelque chose de représentatif. Alors ça peut paraître bête, pourquoi? Mais ce n'est pas si simple que ça. On est quand même dans des situations économiquement pas évidentes. Aujourd'hui, le suivi in situ, c'est un fort investissement. Quand je dis fort investissement, pas que financier, bien entendu que les analyses coûtent de l'argent, mais aussi un investissement en termes de temps. Et vous le savez, si parmi vous, il y en a qui ont pu participer à des suivis in situ départementaux, les responsables techniques régionaux doivent préparer, identifier l'installation, faire le suivi. Ça mobilise aussi des ressources chez nous en interne par rapport à notre cellule recherche et développement pour comprendre les analyses. Donc c'est vrai que c'est une mission qui nécessite de l'énergie, mais qui, à mon sens, doit être maintenue, puisqu'on aura de plus en plus besoin du terrain. Bien entendu, on souhaite la professionnaliser et je crois que la webconférence d'aujourd'hui en est un exemple, même si on a des petits incidents techniques. On souhaite diffuser régulièrement, notamment via Idéal Connaissance et sa webconférence. On ne souhaite pas matraquer tous les mois de ces informations, mais une fréquence d'une fois par an nous semble être le bon compromis pour vous tenir informés, notamment pour les personnes qui, parmi vous, ne pourraient pas assister à un suivi in situ à l'échelle départementale. Cette mission, on va la répliquer sur l'autre système d'assainissement agréé donc, chez Eloi, le filtre compact avec le nom de Xperco. Donc, on n'a pas pour l'instant appliqué le suivi in situ sur le Xperco pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a un seul modèle d'agréé, donc 5 équivalents habitants. Et puis 2, on voulait aussi réfléchir, prendre le temps au niveau des investigations de terrain sur ce qu'on allait pouvoir réaliser. On peut effectivement réaliser des statistiques sur les hauteurs de boue dans le décanteur, mais je crois qu'on ne va pas avoir beaucoup de surprises, hein, puisqu'on va être aussi sur la même philosophie des lois, à savoir des grands volumes, donc des volumes de 3 mètres cubes, notamment pour 5 pièces principales. Donc je crois qu'on aura, là encore, on aura vite compris que les valeurs qui sont mentionnées dans le guide ne sont pas les valeurs du terrain. Les flux en traité, ça va certes nous renseigner, mais on veut aller un petit peu plus loin. En tout cas, dans la réflexion, c'est de pouvoir mesurer au sein du massif donc du xylite, puisque c'est le média qu'utilise l'Experco, comment ça se comporte. Et ça veut dire l'endoscopie. L'endoscopie, c'est du matériel. Donc, on a pris le temps, en tout cas, de bien façonner un protocole. Il me semble pas mal. En tout cas, il est sur le point d'être abouti. Et à partir de 2016, où une nouvelle gamme de Xperco sera agréée, et je vous encourage à venir sur le stand des lois
stand 69, je crois, découvrir le nouveau modèle. On espère en tout cas pouvoir mettre ce suivi in situ en place dès le début d'année 2016. Et puis dans les perspectives, c'est continuer en tout cas à développer cette mission et de partager notre expérience par le groupe de travail du Panang, sur lequel on a la chance de siéger pour le suivi in situ via l'IFA. C'est important puisqu'il y a des attentes, mais ce n'est pas si simple que ça. On est sur une propriété privée. Faire du suivi in situ, donc ça veut dire s'attaquer plus aux performances qu'à une obligation de moyens, c'est très bien, mais qui le fait et à quel coût? Et là, il y a toute une réflexion qui s'est engagée. Aujourd'hui, difficile de dire si demain, dans la réglementation, les performances, le suivi in situ seront un critère réglementaire. Voilà, moi j'en ai terminé pour ma présentation. Je vais donc maintenant laisser la parole à Monsieur Brazen, qui va donc présenter sa collectivité et aussi témoigner sur ce qu'il a séduit dans la démarche de suivi in situ et pourquoi sa collectivité s'est portée candidate pour accueillir le suivi in situ de la Somme. Mais aussi donc les missions complémentaires. Donc, des dispositifs, enfin, tout dispositif donc par les prestataires agréés. Donc là, il s'agit plus spécifiquement donc des vidanges. En fait, nous programmons donc des campagnes de vidange. Nous avons notre prestataire, donc vidangeur agréé, et cela consiste en des propositions de prestations à l'usager, une fois tous les 4 ans en moyenne, et avec possibilité donc de tarifs préférentiels. Ensuite, nous pilotons également donc des programmes de mise aux normes, donc sous maîtrise d'ouvrage public, sous convention de mandat. Donc là, avec une mention, puisque nous sommes en partenariat avec les agences de l'eau, donc d'une part l'agence de l'eau Artois-Picardie et l'agence de l'eau Seine-Normandie, puisque notre territoire donc est découpé pas tout à fait en deux, mais nous avons notamment 15 communes qui sont concernées par l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc là, dans le fonctionnement, et brièvement, donc c'est le bureau d'études prestataire de la communauté de communes qui effectue les études de technique, de faisabilité. Et ensuite, donc, au niveau des travaux, c'est l'entreprise choisie par la communauté de communes qui donc se charge de la réalisation des travaux, et donc sous la maîtrise d'œuvre de notre service au sein de la communauté de communes du Sud-Ouest Avinois. Nous passerons à la prochaine diapo. Alors, la communauté de communes est donc le suivi in situ. Donc, tout d'abord, nous avons pu constater sur notre territoire une augmentation donc, du nombre d'équipements agréés. Aujourd'hui, nous en comptons donc une cinquantaine, bon, majoritairement des stations d'épuration biologique. Nous sommes d'ailleurs amusés donc, à faire la répartition donc, par type de dispositif agréé, en comptabilisant donc, le nombre de fabricants présents sur notre territoire. Donc plus précisément, donc, au niveau des filtres compacts, nous avons 5 fabricants représentés. Les filtres plantés, 1. Au niveau des bouts activés, 3, et enfin donc en culture fixée nous en comptons donc 6. Et donc nous avons pu aussi constater bon, dès le début, et puisque aussi ces filières étaient toutes nouvelles, c'était la pleine découverte. Donc ces dispositifs méritent un entretien plus pointu et constant comparativement aux filières traditionnelles. Il est vrai que pour un usager, bon, c'est pas forcément évident dans un premier temps, et seul, il ne peut pas garantir forcément le bon fonctionnement.
Ensuite, donc ce suivi in situ, c'est en fait une première approche, hein, un premier pas, puisque bon, donc tout d'abord, nous avons répondu favorablement puisque, ma foi, il n'y avait aucune contrainte majeure, hein. Bon, mis à part mettre à disposition une salle, bon, au niveau du temps, c'est quand même assez court puisqu'il s'agit d'une demi-journée, donc rien de bien contraignant pour l'ensemble des intervenants. Et puis au niveau de l'usager, bon, tout d'abord, il y a la gratuité. Et puis, c'est aussi une façon d'approfondir, hein, d'approfondir au niveau du fonctionnement, hein, pour sa compréhension. Et puis de ce fait, il est rassuré, hein. Ensuite, de notre côté, hein, au niveau du SPANC, c'est l'occasion de parfaire notre expérience, hein, puisqu'on apprend, on apprend au quotidien, hein, et compléter nos connaissances. Et ensuite, par rapport à la visite d'Eloi Water et de l'équipe technique, bon, ça permet aussi les échanges, hein, pour repréciser justement certaines particularités du produit. Je pense notamment aux conditions de pose, etc. Et puis aussi faire connaissance avec les dernières évolutions techniques, puisque on a pu le constater, continuellement en évolution sur quelquefois des détails, mais c'est toujours important justement à bien les prendre en compte, puisque ensuite nous communiquons, hein, auprès des usagers, puisque nous intervenons très très fréquemment pour justement les conseiller, pour évaluer les contraintes à l'échelle de la parcelle et essayer d'imaginer les différentes solutions, que ce soit d'un côté du traditionnel ou de l'autre, avec l'utilisation des dispositifs agréés. Mais en tout cas, ça nous permet aussi d'affiner notre discours et il est toujours bon de savoir de quoi on parle lorsqu'on est justement en face des usagers, et pour aussi avoir un discours le plus juste et le plus simple. Et puis, la communauté de communes du Sud-Ouest Aménois soulignera effectivement la bonne initiative, hein, puisque, ma foi, c'est la seule, pour le moment en tout cas, c'est la seule fois où nous avons été sollicités, hein, et donc, bien entendu, c'est pourquoi pas un exemple à suivre pour d'autres fabricants. Voilà. Passons ensuite à la prochaine diapo. Donc comme je l'avais précisé, c'est un premier pas, hein, puisqu'en fait, la CCSOA s'est sensibilisée donc, par rapport à l'utilisation de ces dispositifs agréés, et puisque nous avons été convaincus très tôt donc, de la nécessité de suivre au plus près ces dispositifs, donc là, dès 2016, nous allons lancer donc un nouveau service, hein, service complémentaire, donc pour proposer des prestations donc en fait de suivi, de vérification du bon fonctionnement de ces dispositifs. Nous sommes là justement en train de travailler donc le dossier de consultation, hein, des entreprises. Et c'est presque terminé, et donc je pense qu'on sera tout à fait prêt pour être opérationnel là, au courant 2016. Et ce sera une façon d'accompagner, hein, faciliter l'usager dans l'entretien de ces installations, et puis aussi par rapport à la mise en concurrence, proposer des prix qui le seront, nous en sommes sûrs, les plus attractifs. Et puis, là, c'est un petit peu plus récent, la communauté de communes, donc c'est porté volontaire, hein, puisque nous avons été sollicités donc par l'intermédiaire des services du département pour justement un suivi in situ, là, cette fois-ci organisé par l'IRSTA. Et donc, je pense que, au contraire, c'est une bonne chose. Ça permettra de compléter encore une fois
et ce ne sera que instructif. Et pourquoi pas, on peut imaginer aussi ce suivi in situ sur la même installation, hein, pourquoi pas. Voilà, donc ensuite, ben moi j'en ai donc terminé, hein, je remercie donc Monsieur Borel, hein, pour son invitation, et puis Monsieur Jurado donc pour son accueil. Voilà, merci. Merci, Monsieur Vrazen. Alors, la place est venue pour les questions. Je vais juste changer le format de la salle pour que l'on puisse travailler plus facilement. Voilà. Alors, il y a une petite précision qu'il faudra apporter, puisque on parle votre du guide national, hein, en lien avec le site du ministère de l'Environnement, est validé normalement par la plateforme de test du CSTB. Là, je pense que donc c'est une question qui venait de l'ATC ANC Eure-et-Loire. Je ne pense pas me tromper, Anthony Borel, si je dis que ce guide national n'est pas en rapport avec le suivi in situ présenté aujourd'hui. Le suivi in situ présenté aujourd'hui est un suivi in situ à l'initiative des lois Water sur un procédé et loi Water. Bien sûr, vous pensiez peut-être au suivi in situ du GT Pananque, mais qui n'est pas le sujet de la présentation aujourd'hui. Je pense que c'est par rapport à la question là, qui est posée. Alors, moi, je comprends cette question par rapport au fait aux valeurs qui sont indiquées dans notre guide. Donc, la première chose que je veux préciser, ça peut peut-être vous surprendre, mais les valeurs que vous voyez dans le guide ne sont pas celles renseignées par l'industriel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on communique des valeurs sur les fréquences de vidange, notamment sur des règles de fonctionnement, mais les organismes notifiés ne valident pas forcément, et voilà pourquoi aujourd'hui vous vous trouvez dans des décalages entre les estimations des fréquences de vidange et la réalité de terrain. Et pour répondre à cette question, bien entendu, effectivement, le terrain ne montre plus la même valeur que ce qui était indiqué dans le guide, mais pour vous montrer l'incohérence, en tout cas, que l'on peut observer dans les guides. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent l'Oxyfix depuis sa création, enfin sa sortie en 2010, ce produit a reçu, pour la 5 équivalents habitants, 3 fois 3 agréments différents. Les volumes ont toujours été les mêmes, hein, je le précise bien, les volumes sont les mêmes, les vitesses ascensionnelles de décantation sont les mêmes. La seule différence a été au niveau des matériaux, le cloisonnement, notamment. La première version était une cloison, donc on va dire en plastique, polyéthylène. La seconde version, une cloison inox, et la dernière version de 2015, est une cloison béton. Mais pour ces 3 produits, au même volume, aux mêmes vitesses ascensionnelles, on a observé 3 fois des valeurs, des estimations de fréquence de vidange différentes. 2010, 30 mois. Vous pouvez reprendre le guide. 2012, 6 mois et demi ou 8 mois pour la 5EH. Et 2015, 19 mois. Donc, je crois que cet exemple est assez parlant. Ça montre aujourd'hui que les valeurs qui sont indiquées dans le guide ne sont pas à prendre pour argent comptant. La seule valeur réglementaire, ce sont les seuils mentionnés dans les arrêtés, à savoir 30%, et là encore, on pourrait en discuter parce que c'est tout un débat. En tout cas, c'est comme ça aujourd'hui, soit. 30% pour les microstations, 50% pour tout ce qui va être filtre compact ou fausse toute eau de filière traditionnelle. Alors, merci M. Borel pour ces précisions. Je rebondis sur une question qui avait été posée tout à l'heure. Pourriez-vous rappeler le nombre d'installations concernées par ce suivi in situ? Oui, donc pour y répondre de manière très simple, on suit une installation par département. Il y a
Un département qui fait exception à ça, puisqu'on a une installation en résidence secondaire, mais ça c'est un autre protocole, beaucoup plus lourd. Mais on a voulu identifier qu'une seule installation. Les visites ont lieu le plus souvent, à minima, c'est une fois par an, à la date anniversaire, quand celle-ci a été mise en service. Donc, dans les installations, dans le bilan qui vous a été présenté là, sur les 24 départements pilotes, vous avez 22 installations pilotes, puisque vous en avez 3 dont le démarrage a vu le jour, je dirais, cette année, et on n'est pas encore aux 12 mois. Alors, j'ai une question de Gilles Prébend qui me demande, y a-t-il eu des filières qui ont une mauvaise qualité de rejet et quelles sont les causes? On a effectivement eu des filières qui ont eu des rendements, enfin des rejets pas très bons, pour pas dire non conformes si on se plaçait au niveau des seuils réglementaires. Alors, je précise, en tout cas, le jour J, en tout cas, on a prélevé. Maintenant, les explications, ben, il y en a eu plusieurs. La première, on a eu des mesures de MES très importantes. Et là, ça nous a aussi permis de faire évoluer le produit. On s'est rendu compte que notre chambre de prélèvement n'était pas adaptée, dans le sens où on prélevait avec une canne de prélèvement qui est équipée d'un bécher. Le premier bécher était une eau relativement limpide. Par contre, sur le deuxième bécher, au moment de la fin de remplissage, ça nous provoquait un remous. Et on s'est rendu compte que dans le tuyau qui plongeait dans le clarificateur, il y avait des dépôts qui se formaient. Et tous ces dépôts se remettaient en suspension. Et donc, nous faussaient les analyses. Ceci dit, on n'a pas voulu les écarter. Ça fait partie du terrain. Les gens qui étaient présents ce jour-là ont bien vu que le clarificateur était propre, mais on n'a pas voulu écarter. Donc, on a eu ce point-là. On a une installation aussi, une 5 équivalents habitants, qui nous donne quelques problèmes en termes de DCO. Là aussi, en creusant un petit peu avec les usagers, et c'est des choses qui ne sont pas faciles à dire, mais une de ces personnes nous a avoué suivre un traitement anticancéreux, et donc automatiquement, on a eu l'explication sur les analyses qui étaient pas cohérentes. Donc, ces installations-là nous plombent, entre guillemets, les statistiques, mais on n'a pas voulu les sortir. Donc, pour répondre à votre question, oui, on a une ou deux installations qui ne donnent pas forcément les résultats escomptés. Alors, on a une autre question sur l'abattement entrée-sortie sur les deux paramètres, phosphore et nitrate. Alors, vous en parliez tout à l'heure, vous avez donné des chiffres sur ce suivi. Est-ce que vous auriez un ordre d'abattement? L'abattement, en tout cas, tel qu'il est renseigné, c'est 30%. Maintenant, vu qu'on ne fait pas d'analyse en entrée, c'est difficile de dire si effectivement on est plutôt sur un abattement de 30 ou de 40 ou de 20. Alors, Elodie, merci. Elodie Maillard nous demande, alors elle vous remercie pour cette présentation, et puis elle vous demande si vous pourriez préciser les écarts types observés pour les analyses physico-chimiques en gamme de variations observées. Oula, là je les connais pas de mémoire, hein, puisque, comme je vous disais, c'est une compilation de données. Mais effectivement, c'est une bonne remarque. Pour les années à suivre, on pourra faire dans la courbe un écart type. Alors avec voilà, effectivement la valeur la plus haute et la valeur la plus basse. Mais là, comme ça, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quelle a été, par exemple, la plus petite DBO et la DBO la plus haute observée sur nos sites pilotes. Et donc c'est une bonne démarche que de l'inclure aux prochaines. Effectivement, c'est une bonne question, et c'est quelque chose qu'on étudiera. Alors j'ai une autre question d'une personne qui demande, est-ce que selon vous, le fait de dire à l'usager qu'il sera suivi a pu influer sur la fréquence de l'entretien de son installation? Je suis surveillé, donc je m'applique à être bon élève. Bon, je pense que peut-être qu'effectivement il y a eu un petit impact, mais je ne suis pas sûr que l'usager pense tous les jours à son dispositif d'ANC. Qu'en pensez-vous? Alors, il faut savoir que l'usager,
on ne le démarche pas en général avant que l'installation ait été mise en œuvre. Les 3 quarts du temps, quand est-ce qu'il est sollicité? C'est souvent le SPAN qui nous renseigne. Il nous dit voilà, j'ai effectué un contrôle de réalisation récemment sur une installation. Le nombre d'occupants rentre dans votre protocole, la consommation d'eau, le mode de vie des gens. Je pense que ce sont des gens qui ne seraient pas fermés à avoir une fois par an 15, 20, 30 techniciens venir piétiner leur pelouse, parce que ça, on l'oublie, mais croyez-moi que parfois, vous avez des usagers qui ne veulent pas, tout simplement. Hein, et je sais qu'il y a beaucoup de contrôleurs, de techniciens SPAN, vous savez que contrôler une fausse toute zone, un décanteur primaire, ça peut être très intime. Donc, ces gens-là ne sont pas prévenus pour justement qu'il n'y ait pas de pression commerciale, en nous disant, si j'accepte d'être suivi, est-ce que je pourrais avoir une remise ou quelque chose de ce type-là? Par contre, ce qu'on essaye de demander, c'est un choix. On veut vraiment se mettre en situation la plus défavorable, dans le sens où on ne va pas aller suivre une installation soumise à un contrat d'entretien. C'est-à-dire que les installations qui sont suivies, il n'y a pas de contrat d'entretien. D'un autre côté, j'ai envie de dire que le suivi in situ, c'est un peu un contrat d'entretien, puisque cet usager a la possibilité, a la chance, une fois par an, d'avoir une somme de techniciens qui va observer son installation, qui va mesurer la hauteur de boue, qui va vérifier l'encrassement du filtre à air. Donc, non, les usagers qui sont suivis in situ ne sont pas plus, je dirais, disciplinés. Bien entendu qu'on essaye, mais en tout cas dans le questionnement, d'avoir un usager standard, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va faire 3 machines à laver par jour, qui va utiliser tous les 2 jours de la javel, ce n'est pas quelqu'un qui va mettre sa vidange de voiture dans son décanteur. Enfin, vous voyez, on essaie d'avoir un usager représentatif, mais en tout cas, de ce que moi j'ai pu observer, et là les responsables techniques régionaux de chez EWA pourraient mieux le dire que moi, on n'a pas des personnes qui font plus attention parce qu'ils sont suivis. Et la précision que je n'ai peut-être pas apportée, mais dans la convention juridique, nous avons interdiction de retourner entre 2 visites, quelle que soit la personne de chez EWA, sur l'installation, ne serait-ce que pour vérifier. C'est-à-dire que si on a accès à cette propriété, on doit le faire avec aval du SPANC local ou sa présence. Donc, on n'a pas la possibilité d'aller vérifier 10 jours, 15 jours avant la visite, la date anniversaire, si tout est en ordre. C'est la surprise à chaque fois. Vous parliez de mesure de boue et j'ai une question d'une personne qui demande si vous pouvez rappeler quel est le matériel utilisé pour la mesure de l'accumulation des boues. Bien. Bonjour Olivier. J'ai des personnes que je connais, je les salue. J'aurais pu le faire d'ailleurs pour toi aussi, Willy. Donc l'appareil qui est mesuré, on le précise sur le rapport, mais on n'est pas fermé. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on utilise une sonde, hein, appelée vulgairement le fer à cheval. Vous savez, une sonde qui a un faisceau lumineux qui passe entre 2 aimants, et puis on descend progressivement ce détecteur qui va nous indiquer lorsqu'on est dans le voile de boue. Ça, c'est effectivement l'appareil qu'on utilise parce qu'il est assez simple. Maintenant, on profite de ces journées terrain, de la présence de techniciens pour comparer différents mesureurs de boue. Alors, on a le périscope type Canet Parco qui est le plus souvent utilisé. On a l'appareil dont j'ai perdu le nom commercial, mais qui est un tube en plexi où on emprisonne. Hein, on a en fait un étagement des strates du décanteur primaire, l'appareil que je vous citais, et puis ça va jusqu'à la simple canne bambou. Alors en tout cas, nous, on utilise le matériel, le détecteur, mais si effectivement on a la chance d'avoir plusieurs mesureurs de boue le jour J, on s'amuse en tout cas à le comparer, et je dis qu'on s'amuse parce que vous avez des écarts qui vont jusqu'à 10%. Je me souviens avoir vu, je crois, un 12-15%. Donc quand aujourd'hui, on voit parfois des déclenchements de vidange au centimètre près, je me permets de le dire, puisqu'on se rend compte que selon l'appareil que l'on utilise, selon l'endroit aussi dans le décanteur primaire où vous allez mesurer, on a vite des écarts. Merci, Monsieur Borel. Monsieur Vrazen, je m'adresse à vous, puisqu'on vous demande combien d'installations allez-vous suivre et avez-vous estimé le temps nécessaire passé sur le terrain?
Alors, en tout cas, là, dans le cadre du suivi in situ, bon, bien entendu, il ne s'agit que d'une installation, une 5EH. Ensuite, par rapport à ce qu'on proposera aux usagers, hein, donc disposant d'un dispositif dit agréé, bon, je pense qu'on avoisinera largement les 40 bénéficiaires. Ensuite, par rapport au temps consacré, je pense que ça avoisinera bon, à moins d'une heure. Hein, en tout cas, c'est ce qu'on estime, hein, donc en visite terrain. Merci. Alors, y a-t-il parmi les installations suivies des installations qui rejettent ailleurs que dans le milieu hydraulique superficiel? Monsieur Borel, peut-être? Question d'Éric Gestin, c'est ça? Oui. Bien, bonjour Eric. Je salue au passage les Réunionnais. Je sais que la journée est bien avancée déjà pour vous. Alors oui, il y a des installations qui se rejettent autres que dans le milieu hydrographique superficiel, tout simplement parce que c'est déjà ce qu'on devrait privilégier, hein, privilégier l'infiltration par le sol. Nous, personnellement, dans notre gamme Oxyfix, on n'est pas impacté puisqu'il y a une chambre des prélèvements, une chambre qui est normalisée, d'un diamètre de 160, à la sortie de l'Oxyfix. Donc c'est vrai que, j'ai envie de dire, on prélève encore dans l'Oxyfix, dans la partie clarificateur, et derrière, l'eau traitée, on a effectivement de l'infiltration périphérique, on a des tranchées dispersantes, on a des rejets en réseau hydrographique superficiel, mais je n'ai pas effectivement les statistiques, mais je crois même qu'on a plus de rejets par infiltration que de rejets directs à l'exutoire. J'ai une question de Jean-Christophe Roustan. Avez-vous eu un aperçu du fonctionnement en période de surcharge ou sous-charge, mesure ponctuelle, alors à ce moment-là, sachant que ces périodes-là, je pense que vous faites, vous, votre suivi aléatoirement, donc on peut très bien tomber sur une période de forte activité comme non. C'est exactement ça. On se déplace en fait une fois ou deux fois par an, mais le plus souvent une fois par an, et effectivement, on ne sait jamais si on est plutôt en sous-charge, en surcharge. J'ai envie de dire que euh, déjà, on a l'horaire, encore une fois, on est sur des horaires plutôt milieu de journée, alors soit en milieu de matinée, soit en milieu d'après-midi, ça dépend. Euh, Maintenant, on peut observer effectivement, notamment, une surcharge hydraulique. Ce qui va nous le faire dire, c'est qu'il y a un moment, on se rend compte qu'on a eu, notamment au niveau du réacteur biologique, une petite montée. Alors, c'est souvent le cas la première année, parce que vous avez un développement de mousse assez important. C'est tout simple, ça s'explique par le fait qu'on a un déséquilibre entre les eaux vannes, les eaux ménagères, qu'on a une biomasse qui n'est pas encore en place. Et lorsque vous insufflez de l'air sur des produits type détergent, ça vous fait de la mousse. Donc, cette mousse a tendance à venir toucher le dessus de l'ouvrage, voire les tampons. Ça vous laisse une marque. Donc, souvent, on nous dit, tiens, il y a eu une mise en charge. Ce n'est pas forcément la mise en charge, c'est qu'effectivement, c'est cette mousse-là. Mais en tout cas, difficile d'observer une surcharge organique quand on ne fait pas les prélèvements en entrée. Maintenant, je pense qu'il y aurait parfois de bonnes ou peut-être plutôt de mauvaises surprises. Quand vous voyez les études qui circulent, je pense à une étude du Tarn qui évoquait dernièrement que on n'était pas à 150 litres d'eau par jour, mais plutôt 80, 90. Jusque-là, je crois que tout le monde le savait, mais c'est en termes de DBO, DCO. Hein, les chiffres qui sont annoncés sont beaucoup, beaucoup plus conséquents. Et je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on montait même jusqu'à des 1600, 1700 de DCO, donc la DCO moyenne pour un équivalent habitant. Alors, j'ai une question qui est un peu, disons, à part. Est-ce que vous savez si un de vos concurrents a la même démarche de suivi in situ?
Alors, euh, là, je vais parler en mon nom propre. À ma connaissance, avec cette volonté de démarche collaborative, usager, SPAN, je ne crois pas. Je sais qu'en tout cas, tous les industriels procèdent à du suivi in situ, ne serait-ce que pour le développement de leurs produits, pour le faire évoluer. En tout cas, ça me semble indispensable pour comprendre et pour adapter aux besoins du terrain. Je peux aussi vous dire que le suivi in situ n'a pas forcément été bien accepté par tous les fabricants, en tout cas par l'ensemble de la profession. On a eu des interrogations de confrères qui nous demandaient pourquoi s'engager dans une démarche terrain, que l'agrément était déjà là, qu'on n'avait pas forcément besoin de montrer plus. C'est un point de vue que nous respectons, en tout cas chez Water. En tout cas, nous, on pense qu'aujourd'hui, l'assainissement, c'est pas forcément fait pour être beau, pour joli, c'est fait pour traiter des eaux. Et pour traiter des eaux, c'est pas forcément sur un salon, sur des assises qu'on s'en rend compte, c'est bien sur le terrain. Et le suivi in situ est une des réponses, même s'il n'y a pas que ça. Mais voilà, je ne peux pas vous dire si d'autres industriels, nous personnellement, on aimerait, hein, je ne vous cache pas, enfin là je vais parler encore en mon nom, j'aimerais que d'autres industriels soient sur des démarches équivalentes et qu'on puisse dans ce cas-là comparer, si besoin est de comparer. Alors, y a-t-il des installations qui étaient liées à une résidence principale et qui auraient basculé sur une résidence secondaire au cours du suivi? Non, pas à ma connaissance. Ça fait partie quand même des éléments que l'on demande aux occupants, hein, si toutefois ils envisagent de passer cette maison en résidence secondaire ou faire du locatif. Comme je vous le disais, on a dans un département une installation en résidence secondaire que l'on suit avec un protocole beaucoup plus lourd, hein. C'est-à-dire que on fait des mesures 2 à 3 jours maximum avant l'arrivée des occupants et on fait dans les 48 heures après leur départ une nouvelle série, une nouvelle batterie d'analyses. Donc, et ceci répliqué aux vacances de Toussaint, Noël, Pâques, été. Donc, c'est un protocole plus conséquent. Mais par rapport à la question qui est posée, on n'a pas eu d'installation pilote résidence principale bascule en résidence secondaire. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez évoqué les équipements qui étaient utilisés. Est-ce que vous pourriez les rappeler pour Monsieur Pailloux? Donc, il souhaiterait connaître les équipements pour les mesures in situ multiparamètres échantillon labo hors niveau de boue, puisque le niveau de boue, on en a parlé récemment. Les équipements sont assez simples. Alors, si vous me demandez la marque de notre oxymètre qui mesure l'oxygène dissous, là, je ne peux pas vous la dire, mais ça, je vous ferai passer l'information si on peut le noter pour M. Pailloux, que je puisse lui communiquer ces éléments-là. Après, on va utiliser des bandelettes, hein, si on veut avoir un premier contact, enfin, une première idée, mais c'est fait de manière très rare puisqu'on se dirige toujours vers un prélèvement physico-chimique, enfin en tout cas un prélèvement d'effluents pour analyse physico-chimique. Alors la question c'est peut-être comment vous prélevez. Il y a eu au début cette fameuse canne manuelle avec un bécher. Et puis, depuis peu, on a fait évoluer la démarche en passant par des pompes, des petites pompes électriques. Alors, je ne peux pas vous dire exactement le nom, mais pour ceux qui se chauffent avec des poêles à pétrole, vous avez peut-être déjà vu, pour remplir le réservoir, vous avez un flexible relié à une petite canne avec des piles. Et vous appuyez sur le bouton, ça va vous faire un prélèvement. Et ça, c'est un span qui nous avait je crois, en Vendée, qui nous avait montré cette façon dont il avait prélevé. On a trouvé ça très bien parce que c'est pas un gros débit, c'est un débit régulier, c'est assez pratique, ça vous permet aussi de prélever un point d'eau bas en tenant assez haut votre bidon parce que quand vous avez des pertes de charge trop importantes, parfois vous n'aviez pas suffisamment d'aspiration. Voilà ce qui est utilisé, je dirais, en matériel. Bon, bah, le pH mètre, même si on le demande avec l'analyse. Et puis le consommètre, là aussi, on a pris des consommètres. Alors, je m'excuserai, mais je ne connais plus la marque, mais un consommètre qui est adapté en tout cas aux consommations instantanées de ces surpresseurs-là. Et on a pris la même marque pour pouvoir aussi comparer des chiffres, enfin,
de manière identique, parce que là encore, on s'est rendu compte que d'un consommètre à l'autre, entre un consommètre à 5,50 € et un consommètre à 20 €, vous n'obteniez pas les mêmes chiffres. Donc, c'est pas facile, hein, je ne vous cache pas, quand vous faites la compilation, d'obtenir des choses cohérentes et de les interpréter. Mais bon, à notre petit niveau, on a en tout cas essayé de faire pour avoir des résultats les plus représentatifs. Céline Vasquez demande pourquoi ne pas avoir repris les numéros d'agrément sur les plaques d'identification à l'intérieur du décanteur pour les nouveaux agréments de 2015. D'accord. Donc là, c'est une question par rapport aux produits. Sur les produits, vous avez des plaques d'identification qui vous précisent le modèle, 4, 5, 6 équivalents habitants, un numéro de série qui est en tout cas vital chez Eloi, puisque c'est de là que part toute la traçabilité. Et puis le numéro d'agrément. Alors là, je crois qu'il faudrait que je me renseigne plus auprès du service marketing, mais effectivement, on avait évoqué le fait de ne pas repréciser le numéro d'agrément sur la plaque des nouveaux produits 2015. Par contre, on a souhaité continuer à préciser le modèle, le 4, le 5, le 6, parce que une fois enterré, ce n'est pas toujours évident de savoir si on a plutôt affaire à une 5 équivalent habitant ou une 6. Et on a bien entendu laissé le numéro de série. Mais là, il faut que je me renseigne pour dire pourquoi il y a eu ce choix. La même personne redemande pourquoi, alors lorsque l'extraction est constante des bouts, vous l'avez mentionné tout à l'heure, donc l'extraction constante des bouts du clarificateur vers le décanteur, n'a-t-il pas posé de problème pour la mesure du voile de boue? Le surpresseur est-il stoppé pour réaliser une mesure de voile de boue? Donc, je pense que la personne fait référence à la recirculation. Alors déjà, on est sur des recirculations très faibles, hein, entre 3 à 5 litres à la minute, avec un coup de plongeant pour limiter la turbulence. Donc, lorsque vous êtes sur des hauteurs d'eau, des fils d'eau de 1,95, avec une recirculation en surface, vous avez quasiment aucun risque d'aller perturber les boues qui sont sur le fond. Il ne faut pas oublier ça, hein, c'est qu'aujourd'hui, on demande de vidanger à 30% de remplissage, c'est-à-dire pour une hauteur d'eau de 1,96 m, dès que vous arrivez à 60 cm au fond, réglementairement, il faut vidanger. Donc, la circulation dans les essais qu'on a fait ne vient pas perturber la mesure de boue. Je ne dirais pas la même chose si on était à des hauteurs de boue de 60-70%, ça serait probable. Maintenant, voilà, le débit est vraiment insignifiant à côté d'une quantité d'eau type un bain de 200 litres qui arrive dans votre coup de plongeant entrant, qui effectivement peut vous mettre une certaine turbulence, notamment lorsque vous avez des hauteurs de boue plus conséquentes, qui va vous déplacer ce qu'on appelle le cône de sédiment. Ça, c'était, je crois, le premier point. Et la deuxième question était, est-ce que l'on coupe le surpresseur pour la mesure de boue? Non. Est-ce qu'on le coupe pour la mesure d'oxygène dissous? Bien entendu, non. Par contre, on le coupe ensuite pour voir visuellement l'ensemencement du biofilm sur le support. Et puis également pour faire la manipulation sur le surpresseur, notamment le contrôle du filtre à air, où il y a une vis à enlever et regarder l'encrassement du filtre à air. Quel est le risque pour le particulier dans votre convention si les analyses ne sont pas bonnes? Alors, aucun risque, justement, hein, on dit bien qu'on est dans une démarche expérimentale scientifique, mais la Convention précise que l'usager ne peut pas être sanctionné s'il y a une analyse, par exemple, qui n'était pas conforme, s'il y a une hauteur de boue qui n'est pas celle qu'il devrait être. Comme aussi, la Convention va aussi préciser que ce suivi in situ, ça ne se substitue pas au contrôle obligatoire du SPAN. Là encore, il faut l'expliquer. Vous avez un particulier qui voit le jour J une vingtaine de techniciens, et puis 6 mois après, il revoit le technicien SPAN qui va refaire les mêmes opérations, sauf que cette visite-là va donner lieu à une redevance. Et ça, parfois, l'usager pourrait ne pas le comprendre. La convention, justement, va vraiment cadrer ça, définir, va protéger, je crois que c'est aussi le terme, va protéger chacune des trois parties. Bien.
Et est-ce que vous proposerez le remplacement du surpresseur plus performant à ceux qui trouveraient la consommation électrique trop élevée? Quel temps de retour en termes d'économie? Alors, je ne sais pas si la question s'adresse uniquement sur les sites pilotes, c'est-à-dire les installations pilotes, ou à l'ensemble des installations commercialisées, posées sur France Dom-Tom. Alors, la question, si c'est par rapport aux installations pilotes, je dirais que c'est une excellente question qui aujourd'hui fait débat. Est-ce que l'on remplace effectivement avec les nouveaux surpresseurs? Mais ça veut dire que on ne peut pas aller jusqu'au bout des choses, et notamment avoir du retour sur le nombre de produits qui ont été mis jusqu'à maintenant sur le territoire français. Donc personnellement, en tout cas là je vous donne ma position, c'est que moi je ne souhaite pas qu'on remplace avec la nouvelle gamme, puisque j'aimerais être capable de dire aux personnes qui sont dotées d'un oxy fixe mis en place depuis, on va dire, 2010 jusqu'à 2015, quelle sera, enfin, en tout cas, quelle est la fréquence approximative de remplacement des membranes, de diffuseurs d'air. Alors, on parle surtout pour le surpresseur, donc ça sera les membranes. Donc ça, c'est le côté scientifique qui parle. Maintenant, si je raisonne côté économique pour l'usager, je me dis que si on peut faire gagner 50, 60, voire 70 euros à un usager doté d'une 6 équivalents habitants par an, on va peut-être pas volontairement attendre pour savoir quand est-ce qu'on doit changer de surpresseur. Donc ça fait effectivement débat, mais c'est une bonne question sur laquelle on n'a pas encore tranché. Bien. Je vais vous laisser une petite minute supplémentaire puisqu'on arrive à la fin des questions. Peut-être que vous avez encore une dernière question à poser, pardon. Donc je vous laisse le temps de la rédiger. Si vous n'en avez plus, nous clôturerons cette session. Bien. Merci à tous. Vous avez été nombreux aujourd'hui puisque vous étiez 50 participants à suivre cette webconférence. Je vous donne rendez-vous aux assises de l'assainissement non collectif qui auront lieu à Troyes cette année, alors les 14 et 15 octobre. Le stand idéal sera le stand numéro 35 et le stand Delaware Water sera le stand numéro 69. Vous pouvez nous suivre et suivre toute l'actualité du réseau eau sur Twitter avec le @réseau eau. Je vous donne rendez-vous sur le forum et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.